Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue à Dans vos poches, ici Francis Gosselin, un peu enrhumé, mais c'est la vie, que voulez-vous. 13e épisode aujourd'hui déjà, ça passe vite quand on a du plaisir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on accueille un collectionneur de cartes de hockey qui fait du gros commerce avec ça. Vous saviez pas que vos finances personnelles pouvaient prendre du mieux avec les cartes de vos enfants dans le sous-sol? Eh bien, vous serez bien surpris. Sinon, bien évidemment, comme à toutes les semaines, on accueille notre comparse, notre complice, l'animateur de Vos Affaires et évidemment éminent collègue de chez Québécois, Pierre-Olivier Zappa. Salut. Bonjour, Francis. Allez, je vais regarder si j'ai des cartes de hockey dans le sous-sol. J'en ai, moi. Donc là, après cette entrevue, je vais savoir si elles valent quelque chose. Puis c'est drôle parce que petit, moi, je disais toujours à mes parents, c'est un investissement. Un jour, ça vaudra cher. Puis dans les faits, lui, là, il transige des cartes à 10, 15, 20 000 $. Aïe. Il y a des cartes qui se vendent aussi des millions. Je comprends pas qui achète ça, mais il y a des gens qui achètent. Je vais te raconter, dans les bureaux de TVA Sport, ici, il y a souvent des collectionneurs qui envoient des cartes de hockey aux animateurs et tout ça dans l'espoir d'avoir une signature. De l'animateur ou du joueur? D'un animateur. Donc, je te donne l'exemple, Dave Morissette. Là, il reçoit souvent il recevait souvent des cartes à signer. Je ne sais pas s'il en reçoit encore. Genre mais une des carte cartes de Patrick Roy. Non, une carte de lui, de Dave Morissette, à l'époque où il était joueur. Oui, OK, excuse-moi. Bon, écoute, j'aime beaucoup Dave, mais je ne suis pas certain que sa carte vaut 15 millions. Bon, ni 15 000. Mais à voir, écoute, il faudra demander à notre invité un peu plus tard. Oui. On voulait parler d'épicerie. Absolument. Pierre-Olivier Zappa, il y a eu ce rapport qui a été publié début décembre qui prédit qu'en fait, le prix de l'épicerie va continuer de monter en 2026. On parle d'augmentation moyenne de 6 %. Et là, il y a ce chiffre qui a été repris par pratiquement tous les médias. Le panier d'épicerie pour une famille type va augmenter d'à peu près 1 000 $ là, en 2026. Donc, on va passer à 17 500 $. Exact. 17 500 pour une famille de 4. En 2020, c'était 12 000. Fait que ça a augmenté de 50 % là. Donc, vous ne vivez pas une illusion. Là. Le prix du panier, là, le fromage, la viande, en moyenne, a augmenté sur 100 $, de 50 $. Donc, sur 300 $, de 150 $. Écoute, j'étais avec quelqu'un cette semaine à Bécomo, là, une mère de famille, là, pas archi-riche. Elle m'a dit que ça lui avait coûté 600 $, faire l'épicerie. 2 adolescents, des grands gaillards, joueurs de hockey, a dit c'est limite insuffisant. Là. Et donc, on voulait en parler parce que, évidemment, la baisse de l'inflation est généralisée, là, on le dit. Je suis comme économiste, là, c'est 2 %, bravo. Mais l'épicerie, ça continue de faire mal quand même. Ça continue familles. de faire mal. Puis, tu sais, l'inflation, c'est un phénomène qu'on vit dans le réel, quand on va à la caisse puis qu'on paye plus cher. Puis c'est aussi un phénomène psychologique. Puis c'est drôle parce que j'en parlais hors d'onde avec François Legault lorsque j'ai fait mon entrevue il y a quelques semaines de cela avec lui. Je lui disais, Monsieur le Premier ministre, la crise du pouvoir d'achat, c'est une crise qui se vit dans le portefeuille, mais c'est aussi une crise qui se vit entre les deux oreilles. Quand la livre de beurre est rendue 8 $, puis qu'elle est à 4 $ en circulaire, puis que c'est un happening à l'épicerie, là, puis que tu en stockes, puis que tu en congèles, ben, quand tu sors de l'épicerie, il y a un impact psychologique à ça, qui est celui de voir ton pouvoir d'achat s'effriter. C'est comme dépossédé, en fait. Tu as beau avoir eu une augmentation de salaire de 5 % et même de 10 % là, et c'est rare. Là. Ils sont peu nombreux les gens qui ont des augmentations si généreuses, mais peu importe ton augmentation de salaire, tu l'oublies. Quand le prix du beurre est à 8 $, quand ton rôti de palette, le petit paquet à l'épicerie est rendu 35 $, puis là, tu planifies un repas entre amis. Alors, c'est sûr que la crise du pouvoir d'achat, c'est une crise qui est réelle, puis qui a un impact psychologique sur le consommateur et qui a un impact sur la confiance des consommateurs. Maintenant, à l'épicerie, ce qui se passe, écoute, il y a un paquet de facteurs qui l'expliquent, mais je suis profondément inquiet, voyant l'insécurité alimentaire prendre énormément de place dans notre société, voir de plus en plus de jeunes qui ne mangent pas à leur faim dans nos écoles secondaires, dans nos écoles primaires. Et écoute, la viande rouge est devenue un luxe, le prix de la volaille augmente également. Moi, je me souviens d'un ministre, François-Philippe Champagne, qui, il y a 2 ans à peu près, nous avait promis des mesures concrètes pour soulager le portefeuille des gens à l'épicerie. Puis je me souviens également que peut-être 1 mois ou 2 après avoir promis ça,
Ben, il constatait des changements et il disait les prix commencent déjà à baisser, ça va mieux, ne vous Il y a inquiétez eu une pas. petite accalmie à un moment donné. Où, en fait, Il y a eu une stabilisation moins des prix. la hausse a arrêté, mais c'est reparti de plus belle. Et c'est reparti de plus belle. Et j'ai l'impression que de plus en plus de décideurs devraient eux-mêmes faire leur épicerie une fois par semaine et jaser avec le monde à l'épicerie. On a comme le feeling que c'est pas eux qui passent les allées du métro et du Super C. Je comprends que le premier ministre n'a pas le temps d'aller s'acheter sa livre de beurre, mais probablement qu'il pourrait se mettre davantage dans les chaussures de monsieur, madame, tout le monde s'il le faisait. Parlons du bœuf, tu l'as évoqué, puis de la volaille accessoirement, mais c'est un marché où l'augmentation a été même supérieure à la moyenne des biens de consommation alimentaire. C'est un sujet dont on a déjà parlé, mais j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là, parce que quand même la viande rouge, le hamburger, le steak, ça fait un peu partie de notre patrimoine culturel, j'aurais quasiment envie de dire, le barbecue, pendant la période des fêtes. Qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là? Je suis un carnivore. Ouais, ben voilà. Et moi donc? Et mes amis savent bien que lorsqu'ils viennent pour un barbecue le samedi, ça va être un steak, ça va être une viande rouge. Mais Francis, je n'ai d'autre choix que d'éplucher les circulaires, d'aller sur une plateforme comme Reebee ou Glouton, puis d'écrire steak, qui sont des plateformes bœuf, des plateformes cotes, où on là, recense les circulaires pour savoir cette semaine où est-ce que je vais aller chercher le repas que je vais déguster entre amis. Écoute, ce qui se passe avec la viande rouge, c'est une contraction du cheptel bovin. En français, ça veut dire qu'en Amérique du Nord, les bouvillons sont moins nombreux, il y a moins d'animaux. Les éleveurs ont délaissé l'élevage de bouvillons. Le bouvillon, c'est l'animal qu'on va transformer en steak haché et en bavette, par exemple, parce qu'au fil des dernières années, ça coûte extrêmement cher et les seuils de rentabilité, on avait peine à les atteindre. La nourriture animale a coûté pas mal plus cher pendant la pandémie. Il y a eu des sécheresses, la main-d'œuvre. Alors, il y a bien des fermiers qui se disent la vache que j'ai là entre les mains, au lieu qu'elle accouche d'un veau, puis que le veau prenne 18 mois pour devenir un bœuf, tout ça, c'est à peu près 2 ans et 3 mois, ben, j'ai envoyé la vache à l'abattoir. Elle va être transformée en steak haché, puis ça va être plus rentable pour moi que de faire en sorte que à court terme. Maintenant, du jour au lendemain, si on se disait on veut du bœuf plus abordable, il faudrait que nos agriculteurs permettent à la vache de donner naissance à un veau. Ça, c'est 9 mois. Ouais. Puis ensuite, 18 mois avant que le veau devienne un bouvillon et qu'on l'envoie à l'abattoir. Fait que ça prend énormément de temps, 18 mois au total, au moins, avant de pouvoir voir le prix du bœuf baisser ou se stabiliser. Fait que ça veut dire les conséquences à plus long terme, c'est... Et c'est là où je ferai un parallèle. Et ça veut dire que l'an prochain, ça veut dire que, écoute, il va peut-être falloir attendre à 2027-2028 avant que ça se stabilise pour la viande rouge. Et le prix élevé de la viande rouge a un impact sur la volaille. Parce que les gens, tu tournes le dos au bœuf, s'en vont acheter du poulet. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du poulet augmente et des autres volailles également. Plus facile, ceci dit, le poulet d'en faire varier la quantité, mais au Canada, on est aux prises avec un système de quotas qui, lui, est très lent à évoluer. Absolument. Et qui semble pas être particulièrement favorable à des prix faibles, on va dire ça comme ça. Donc, on se retrouve un peu coincé comme consommateur. Et c'est pas pour rien que des alternatives de protéines connaissent un engouement marqué à l'heure actuelle. Parle aux gens de Danone à Boucherville. Il s'est jamais vendu autant de yogourt grec et yogourt protéinés au Canada. Parce qu'on veut remplacer finalement Parce qu'on veut remplacer les protéines et te dire, ils sont en train d'agrandir à coût de dizaines de millions de dollars cette usine à Boucherville, justement pour augmenter la production de yogourt protéinés parce que les consommateurs cherchent des alternatives à ces protéines animales qui coûtent désormais une fortune. PO, c'est quoi, disons, là, qu'on veut pas arrêter de manger là, ou qu'on veut pas se lancer dans le craft dinner 7 jours par semaine? Ce serait quoi comme quelques stratégies? Tu parlais de toi de certains sites, de courir les circulaires. As-tu en tête des choses que les familles peuvent faire pour essayer de tempérer un peu cette augmentation rapide? Je vais reprendre l'expression du premier ministre François Legault il y a de cela quelques années. J'ai un bouclier anti-inflation. Toi, ça? J'ai un bouclier anti-inflation. Puis, Olivier, dans sa cour, il y a 2 bouvillons. 8 poulets. Non, mais je voulais avoir des poules à un moment donné. Ouais, moi aussi, je voulais avoir des poules, puis on a le droit à Montréal où est-ce que je reste. Mais ma blonde m'a dit, écoute, je sais que c'est moi qui vais finir par s'en occuper de tes poules, fait que tu me lâches ce projet-là maintenant. Moi, comme tu le sais, je le dis souvent, j'habite dans le magnifique village de Saint-Lambert. La principauté. La principauté de Saint-Lambert. Et c'est dans l'urbanisme, là, dicte ce qu'on peut faire en matière de volaille. C'est minimum 2, maximum 3
poulet. Donc, c'est assez spécifique. Et il faut demander un permis à la ville pour construire le poulailler. Mais donc, je ne pourrais pas faire de l'élevage de poulet. Mon oncle, par exemple, à la campagne, lui, chaque année, il achète une vingtaine de petits oisillons. Ça coûte une poignée de change. Tu donnes de la moulée, puis 8 semaines plus tard, c'est des beaux gros poulets. T'emmènes ça, puis basta. Puis tu dégustes ça. Moi, c'est pas beaucoup moins cher, finalement, parce qu'entre l'achat, bon, c'est pas très cher acheter des poussins, mais la nourriture, transporter, le prix de l'abattoir, finalement, tu sais... Mais c'est romantique. Et il y a une petite aubaine, et surtout, c'est carrément qu'on appelle du poulet de grain. Là, il est élevé dans la basse-cour, donc on est certain de sa provenance, mais néanmoins, c'est ça, il faut avoir la place, il faut que la ville le permette, etc. Mais il y a une dinde sauvage qui se promène parfois devant la maison. Je contemple l'idée de la transformer. Écoute, 2 choses rapidement. Moi, je ne rentre jamais dans une épicerie sans avoir une circulaire en main. Numérique ou papier. Carrément. Petite préférence pour le papier. Parce que sinon, c'est l'équivalent d'arriver dans un endroit et de dire « détroussez-moi ». C'est pour ça que parfois, chaque semaine, c'est pas le poulet cette semaine qui est en spécial, c'est la dinde. Ah, ce ne sont pas les fraises, ce sont les mûres. Ah, ce ne sont pas les framboises, ce sont les raisins. J'oriente mes achats en fonction de la circulaire depuis des années. Et Costco, je te le dis... les enseignes à plus bas prix, j'ai abandonné. Super C, les enseignes à bas prix, Maxi, assurément, les enseignes à bas prix, les imbattables quand je suis chez Maxi. On voit d'ailleurs la popularité de ces enseignes, disons, avec moins de services là, et absolument. À prix plus bas, écoute, augmenter rapidement. Les 5 saisons à Outremont, qui était l'épicerie à la mode, c'est devenu un symbole, a été transformé en Maxi. Alors, tu sais, ça veut tout dire. Donc, épicerie à bas prix, magasin de liquidation, circulaire, première chose. Deuxième chose, munissez-vous de la meilleure carte de crédit pour obtenir des points et des remises à l'épicerie. La mienne me retourne 3% sur l'épicerie. Il y en a qui retournent jusqu'à 5%. Alors, si on vous dit que le prix du panier d'épicerie va augmenter de 5% pendant une année, mais si vous avez une carte de crédit qui vous remet 3% en points ou en argent, c'est déjà ça de moins. Vous venez de lutter contre l'inflation. Combinez la circulaire, vous allez à tout le moins freiner une partie de ces hausses de prix-là, à condition de rembourser le solde de sa carte de crédit chaque mois. Mais magasiner votre carte de crédit, c'est un des meilleurs outils pour combattre l'inflation, à condition d'être discipliné. On en parle à l'émission souvent. Effectivement, c'est le meilleur moyen de paiement à la carte de crédit tel que notre système fonctionne. Depuis que je le fais, il faut avoir cette discipline de la rembourser. Absolument. De faire comme si, en fait, ou carrément presque à chaque transaction, peut-être de faire un virement, ne dépenser que ce que vous avez dans votre compte chèque et jamais plus. Absolument. Merci beaucoup, P.O. Zappa. Très intéressant. Bon appétit. On enchaîne avec nos chroniqueurs habituels dans un instant. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Une naissance, hein, et tout peut changer, même le toit au-dessus de notre tête. Depuis le 30 juin 2025, une nouvelle loi, la loi sur l'union parentale, redéfinit automatiquement le statut des résidences pour les parents de fait, on pourrait dire, les conjoints de fait qui sont parents. Jusque-là, ça semblait acquis, là, un condo payé à 75% par une seule personne, maintenant peut soudainement devenir un patrimoine partagé. Donc, je voulais en parler avec Emmanuel Grill, qui écrit sur le sujet. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Francis. Donc, peux-tu nous expliquer simplement ce que ça implique, ce nouveau régime d'union parentale là, pour des conjoints de fait quand un enfant arrive? Oui. Mais, comme tu le disais, c'est un nouveau régime. Donc, il faut savoir que maintenant, les gens qui ont... Les conjoints de fait, bien important, pas les gens mariés, les conjoints de fait qui ont un enfant ou qui adoptent un enfant... C'est mon cas. Hein? Voilà, je suis un conjoint de fait avec 2 enfants. Exactement. Donc, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es maintenant soumis au régime d'union parentale. Je savais. Voilà. Bon. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça implique, par exemple. Alors, je vais t'expliquer. Essentiellement, ce que ça implique, c'est la création d'un patrimoine d'union parentale, donc qui n'est pas le même que le patrimoine familial pour les personnes mariées. C'est un peu différent. Donc, dans ce patrimoine d'union parentale, ce qu'on retrouve, ce sont les résidences de la famille. C'est pas uniquement la résidence principale, ça peut être aussi un condo, un chalet, etc. Les meubles qui garnissent les fameuses propriétés et tous les véhicules automobiles, donc ça te concerne aussi, puisque je pense que tu en as plusieurs, qui servent au transport de la famille. Alors, ce qui se passe, c'est que en cas de séparation, c'est la valeur de ces biens-là qui va être partagée entre les conjoints. Mais attention, il y a quand même une précision importante. C'est pas la valeur totale, c'est seulement la valeur qu'a pris le bien en question à partir de la constitution du régime d'union parentale et le moment de la séparation. Donc,
admettons qu'on a eu un enfant le 30 juin 2025, qu'on s'est séparé le 1er janvier 2026. Donc, c'est uniquement la valeur qui aura été prise par la maison, par exemple, pendant ces 6 mois-là, qui va être partagée entre les conjoints. Mais donc, juste pour être bien clair, là, un couple non marié, donc en union, qui habite ensemble, donc en union parentale, mais disons qu'une seule personne est propriétaire d'une maison, finance l'hypothèque à 100%. Non, mais est-ce que c'est la prise de valeur qui est répartie à 50%? C'est uniquement la prise de valeur, c'est ça, pas la valeur totale. La mise de fonds, la maison qui a été achetée par l'un ou l'autre des partenaires, elle reste à cette personne-là. Exactement, elle reste à cette personne-là. Mais c'est quand même bon à savoir parce que effectivement, j'ai écrit cette chronique-là à partir du cas d'une lectrice qui nous a écrit. Elle est inquiète justement parce qu'elle est propriétaire à 100% de sa propriété. C'est elle qui paye l'essentiel du prêt hypothécaire. Son conjoint, le père de son enfant, est venu habiter avec elle, mais maintenant, elle est soumise au régime d'union parentale. Alors, elle a peur qu'en cas de séparation, elle perde une partie de sa mise, effectivement, parce que la valeur qui est prise par les biens, bon, on s'entend que sur une voiture ou des meubles, il n'y en a pas beaucoup, mais la valeur qui est prise sur les biens immobiliers, c'est sûr que ça grimpe quand même assez vite. À long terme, surtout, évidemment. Alors, j'ai consulté une avocate pour savoir ce que peut faire notre lectrice pour se protéger, au moins protéger sa propriété. Et tu sais ça, justement, tu soulignes 3 différentes alternatives. Tout à fait. La première, c'est que les conjoints d'union parentale peuvent se soustraire du patrimoine d'union parentale. Donc, pour ça, on peut aller chez un notaire à n'importe quel moment. C'est comme un contrat prénuptial, là, dans le fond, là, quasiment. Ça revient à la discussion qu'on avait déjà eue ici, à savoir comment on présente ça à son conjoint ou sa conjointe. On ouvre une bouteille de vin, on dit « Chérie, il faut qu'on parle. Demain, on va chez le notaire. » On la drogue. Oui, signe ici. Non, tout ça se passe devant le notaire. Donc, on peut s'exclure du patrimoine familial. D'accord. L'autre possibilité, c'est on peut exclure seulement un bien du patrimoine familial, encore une fois, devant notaire. Donc, on peut aller chez le notaire et dire qu'on va exclure, par exemple, dans le cas de la lectrice. Une des propriétés. Une des propriétés, la résidence principale, notamment. Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de cas d'espèces, mais je peux imaginer, disons, un scénario, la résidence secondaire, c'est une résidence familiale depuis 4 générations. Tu veux-tu que la personne qui a partagé ta vie pendant 3 ans, là, bénéficie... Tu vois ce que je veux dire? C'est des questions qui se posent. C'est des questions comme ça, mais sinon, dans les faits, effectivement, tu habites ensemble, là, bon, il y a différents arrangements. Des fois, un des partenaires gagne plus, mais l'autre fait plus de ménage, s'occupe plus des enfants. Bon, rapidement, on pense souvent que c'est l'homme, mais là, dans ton cas, c'était une femme qui gagnait davantage que son conjoint. Donc, c'est vraiment... on peut exclure un bien. Donc, c'est la deuxième alternative. C'est du cas par cas. Et la troisième possibilité, c'est que monsieur, bon, dans le cas, c'est monsieur, mais ça aurait pu être madame, rachète la moitié de la propriété à l'autre. Ça, c'est évidemment, s'il en a ou si elle en a les moyens. Et faut aller chez le notaire. Chez le notaire. Enfin, il faut toujours aller chez le notaire. On va toujours chez le notaire dans la vie. De la naissance à la mort, on va chez le notaire. Toi, tu vas-tu chez le notaire de temps en temps? Assez souvent, oui. Mais pour des raisons non immobilières, est-ce que tu vas souvent chez le notaire? À part le testament, je pense que le testament, mandat d'inaptitude, c'est les deux. Tu l'as fait. Les deux. Tu le mets à jour une fois aux 10 ans, peut-être, mais... moi, je l'avais fait le 31 décembre 1999 à 16h. J'ai dit, va arriver de quoi? Avant l'an 2000. Avant que les avions s'écrasent. Puis là, je viens de le refaire chez le notaire. Et tu es marié, donc tout ça ne s'applique pas. Il y a d'autres dispositions pour les couples mariés. Selon toi, Emmanuel, le changement de régime, là, c'est surtout une protection pour les familles ou est-ce que ça crée aussi des enjeux de justice financière? Comment tu vois ça? Il n'y a que du bon là-dedans ou est-ce qu'il y a aussi un peu de complexité, disons ça? Il y a de la complexité, comme toujours. D'abord, il y a des gens qui ont salué cette loi-là et d'autres non. Les gens qui se sont... Les personnes qui étaient mécontentes, notamment, c'est parce que quand on compare au patrimoine familial, ça n'inclut pas les fonds de pension, les fonds de retraite, RRQ, REER. Donc, ça, c'est une très, très grosse différence. C'est la différence essentielle. Donc, évidemment, il y a des personnes qui ont dit « youpi », ils étaient contents, justement, que ça fasse pas partie, mais il y en a d'autres qui ont dit « c'est pas bien parce que le conjoint ou la conjointe ne sera pas protégé ». Donc, il y a du pour et du contre. Ça crée aussi des enjeux au niveau des enfants parce que admettons qu'on ait un enfant avant le 30, qu'on ait eu des enfants avant
le 30 juin 2025 et un enfant après. À ce moment-là, on a un enfant qui est... donc, il y a des il y a un des enfant enfants qui est visé et l'autre donc, qui il y n'est a pas des, visé. il y a des statuts inégaux. Donc, à ce moment-là, on peut décider et on peut aussi avoir eu des enfants avant l'introduction du régime. Mais là, on peut décider de faire partie... Là encore, on va chez le notaire, on peut décider... On va toujours chez le notaire. C'est ça, exactement, de faire partie du régime. régime. Faudrait faire venir un notaire, éventuellement. Mais j'en connais. Évidemment. Oui. On termine, Emmanuel, pour quelqu'un qui écouterait le balado, pourrait être concerné par tout ce dont on discute, qu'est-ce que tu recommandes comme démarche, là, peut-être à faire dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises? Aller chez un notaire. Non, mais s'informer de ses droits, de ses obligations en cas de séparation. Et puis, rien n'empêche, même si on est soumis au régime d'union parentale, de faire une convention entre conjoints pour décider de ce qui va advenir des autres biens. Puis la convention entre conjoints, si elle est notariée, comme on l'a dit, elle va venir au-dessus du régime d'union parentale. Non. Ça c'est une autre affaire aussi. Ça, c'est parce que c'est de... je me rappelle plus l'expression, mais le fait est que la législation arrive au-dessus des conventions. C'est comme le régime, comme le patrimoine familial pour les gens mariés. Même si on prend des dispositions à côté, ça, on peut pas renverser finalement. Donc on peut prendre d'autres décisions, mais tant que ça va bien. Si jamais en cas de séparation, à ce moment-là, la convention s'appliquerait pas concernant les biens qui sont inclus dans le patrimoine. Donc il faut s'en tenir là aux 3 options que tu nous as mentionnées: renoncer au patrimoine, exclure un bien ou racheter la moitié de la maison, effectivement. Pour équilibrer les choses. Tout à fait. Une certaine équité. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec Très intéressant. Je me tourne tout de suite vers Ghislain. Dans le fond, tant qu'à y être, on croit souvent que garder la maison familiale après une séparation, c'est un signe de stabilité. Parce que là, on parle de couple, on parle de séparation. En réalité, selon le statut conjugal, l'hypothèque, les dettes, les modalités de rachat, la décision peut coûter beaucoup plus cher qu'on se l'imagine. Tu as déjà écrit et beaucoup réfléchi à ça, Ghislain. Qu'est-ce que ça veut dire garder la maison au Québec en 2025? D'abord, peux-tu clarifier peut-être, selon la loi actuelle, en quoi le fait d'être marié, uni civilement, conjoint de fait, comment est-ce que ça change les règles quand on parle de la maison au moment de la séparation? On vient de parler justement d'union familiale avant ou après le 30 juin. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais si tu n'as pas d'enfant, après ça, c'est une séparation. La difficulté qu'il y a là-dedans, c'est quand les conjoints ne mettent pas le même montant d'argent. Fait que là, à la base, à tous les mois. Là, et après ça, tous les mois. Parce que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la loi prévoit séparation 50-50. Mais s'il n'y a pas de convention, fait qu'on revient encore au notaire. Si c'est notarié, puis tu dis, OK, j'ai mis 10 %, l'autre a mis 90 % de la mise de fonds, bien là, c'est facile lors de la séparation. Mais s'il n'y a rien d'écrit, il n'y a aucune convention nulle part, la loi prévoit 50-50 la séparation. En conjoint de fait, je parle bien. Je comprends. Ouais. Donc, tu t'expliques qu'il faut calculer la valeur nette de la propriété. Donc, évidemment, il y a une valeur marchande, on pourrait dire, là, qui pourrait être obtenue sur le marché. Moins, évidemment, ce qu'on doit, l'hypothèque. Puis après ça, il faut multiplier selon la part là, de l'ex-conjoint. Peux-tu donner peut-être un exemple là, pour illustrer le montant que ça pourrait représenter? Oui. La pire erreur que les gens font quand ils font ce calcul-là, c'est d'aller prendre la valeur municipale. Okay? Ouais. Ça qui est souvent moindre que la valeur exactement. marchande. Là, ça n'a aucune valeur, tant qu'à moi. Là. C'est la valeur marchande. Fait qu'est-ce que je recommande tout le temps aux gens? C'est d'aller chercher un rapport d'évaluation. Ça va coûter entre 500 et 800 $. Tu vas avoir la vraie valeur marchande. Tu soustrais les frais de courtage, mettons, de 5 % et tu enlèves aussi l'hypothèque. Fait que là, il va te rester une équité. Par exemple, tu as une valeur marchande de 500 000, il te reste 300 000 d'hypothèque, fait que ça fait 200 000. On oublie les frais de courtage, là, à séparer, à séparer en deux ou à séparer selon le pourcentage là-dessus. On peut vendre sur du proprio, on peut vendre à oui, son exactement. ami. Ça peut être oui, vendu. mais je blague, mais parce que dans les faits, surtout si on a une propriété qu'on a achetée il y a un certain nombre d'années, les frais de courtage, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars. 5 plus 4-5 plus les taxes là-dessus. Fait que moi, il y a des couples qui ne tiennent pas compte de ça, mais moi, quand je fais le calcul, je tiens tout en compte de ce montant-là, parce que si vous le vendez sur le marché,
vous allez être de obligé de là. payer ça. Ouais. À Et moins- plein d'autres frais, hein, Ouais, soit dit exactement. en passant. Ouais, là, notaire, etc., c'est pas l'objet là. de notre conversation. Notaire, déménagement, des Ouais. fois des petits travaux là, pour mettre ça un peu, surtout s'il y a une inspection qui révèle quelques petits problèmes. Donc, c'est pas vendre, là, puis c'est le montant. Exactement. Puis l'autre chose qu'il faut tenir compte, c'est le pourcentage. S'il y a 200 000 d'équité, puis il y en a un qui a mis 10 comme on est là-dessus, fait qu'il n'y a pas le même équité qui va ressortir au bout. Je comprends. Pour chacun des parties. On peut choisir de refinancer, là, si l'un des deux souhaite, jusqu'à 95 techniquement. Ben oui, c'est une bonne au nouvelle, Canada. ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais bon, il y a aussi des obstacles, là, surtout dans le contexte des taux actuels, d'une personne qui vit seule, etc. Peux-tu un peu nous guider à travers cette réflexion? Ben, la SCHL permet un refinancement à 95 dans le cas de séparation. Il y a des conditions là-dedans. Avec prime. Avec prime. Ah oui, C'est la ça, SCHL, il y a tout en prime. Je faisais un calcul récemment pour la télé, là, mais OK. sur une maison de 500 000 la prime, si tu mets juste 5 de mise de fonds, c'est 19 000 là. Oui. Fait que c'est quasiment 5 tu sais. C'est 4,5 d'habitude. Ouais, ben c'est ça. C'est mais- rajouté sur l'hypothèque. Fait que Oui. c'est rajouté sur l'hypothèque, tu n'as pas besoin de le Mais payer. tu sais, Là. Mais tu faut vas que tu le payes pareil. Tu vas payer, Ouais, puis tu c'est vas ça. comme le perdre dans une certaine Ouais, mesure. exact. Versus, puis tu sais, si tu mettais 10 au lieu, ça ferait baisser ça de Exactement. quasiment Ton 10 000. pourcentage de du. Ouais. Fait que quand tu es capable, tu achètes avec une banque conventionnelle, tu n'as pas besoin de SCHL. Tu mets 20 Fait que tu mets 20 Mais dis-toi bien que si tu achètes une maison, mettons, on parle pas de séparation, là. Si tu achètes une maison, tu as seulement 5 tu es souvent mieux de mettre le 5 payer la pénalité, on va dire SCHL, la prime SCHL, parce que les maisons prennent tellement de valeur que c'est plus rentable que d'attendre d'avoir ton 20 Sauf si tu veux la revendre dans l'année. Là. C'est ça. Oui, tu sais, exactement. C'est un pari de long terme. Là, Oui, exactement. En gros, le grosso modo. On en a parlé un petit peu, mais tu mentionnes justement frais de notaire, frais d'évaluation, modification d'hypothèque. Les banques peuvent éventuellement exiger des Les frais. pénalités de L'assurance, sortir, les pénalités. As-tu souvent vu des cas où ces frais surprises rendraient l'opération beaucoup plus coûteuse que c'était estimé là, initialement par les parties? Ben, souvent, tu vas te faire guider. Il faut que tu te fasses guider par quelqu'un. Fait que ce soit un courtier immobilier, un courtier hypothécaire va pouvoir aider. Fait que si tu fais tes démarches, puis tu vas voir un peu tous les différents défis qui peuvent arriver, il y en a moins. Mais juste l'inspection, là, il peut avoir, comme on dit, plein de choses qui vont sortir de l'inspection. Là. Des petites surprises. Exactement. Là, ouais. Là, faut que tu répares le toit. Faut que tu refasses un patch à un endroit. Fenêtre. Il y a une fenêtre. Mais ça, ouais. c'était pas calculé au départ. Là. Fait que là, ça diminue l'équité. C'est principalement l'inspection que je dirais. Pour une personne séparée qui rêve de garder la maison, mais qui n'a pas beaucoup de liquidité, c'est quoi les conseils que tu peux donner avant de s'engager? Quand est-ce qu'il vaut mieux envisager de vendre plutôt que de racheter sa part? Bien, la première chose, si la personne a besoin de la maison pour les enfants, pour rester dans le quartier, c'est la première chose à regarder parce que si tu es capable, puis si tu passes à la banque, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire si ton salaire est suffisant pour ratios, être capable de soutenir une hypothèque à 95 ça, c'est la première chose. Après ça, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a tout le temps un proche qui peut aider. Soit garantir l'hypothèque ou soit aider avec la mise de fonds, parce que souvent, il va y avoir un refinancement. Et le refinancement va servir à quoi? Va servir à rembourser le futur ex, on va dire, du montant d'argent qu'il va avoir besoin. Emmanuel sourit. Le futur. Et je voudrais juste rebondir là-dessus. Tu parlais de revendre donc la maison. Le nouveau régime d'union parentale inclut une nouvelle règle qui est la même en fait que celle qui concerne les gens mariés. C'est la règle de la protection de la résidence familiale. Ça signifie que pendant le conjoint, un des deux conjoints, même s'il est propriétaire à 100% de la propriété, ne peut pas la vendre à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autre conjoint. Ça, c'est pour protéger les enfants, la résidence familiale. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique pendant 120 jours à partir de la séparation. Donc, advenant le cas où la personne voudrait revendre la maison, mais que son conjoint ne veut pas, si on est dans la période des 120 jours, elle va être bloquée jusqu'à la fin du délai. OK, intéressant. Donc, morale de l'histoire, ne vous séparez pas, chers amis. C'est ça, exactement. Si Ça coûte cher. Si ça vous arrive, et puisque ça arrive, beaucoup de très bons et judicieux conseils de l'ami Ghislain. Merci beaucoup, Ghislain. Plaisir. Emmanuel, comme toujours, on retrouve notre invité dans un instant. Dans vos poches.
Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à payer 15 000 $ pour un petit morceau de carton? Pourquoi une vieille boîte poussiéreuse trouvée dans un sous-sol peut valoir plus que la maison au complet? Comment 2 frères passionnés sont passés d'un hobby de pandémie à un commerce capable de payer carrément leur loyer grâce à des cartes de hockey, celles qui sont devant moi. Aujourd'hui, on plonge dans cet univers-là un peu bizarre, je dois avouer. Bon, j'ai été moi-même collecteur de cartes de hockey quand j'étais jeune, mais je promettais à mes parents là, qu'un jour ça vaudrait très cher, mais je me suis jamais rendu à ce moment-là où ça valait effectivement très cher. Un de ces enfants qui a refusé de vieillir, c'est Olivier Guillet, qui est un collègue ici à Cube, mais Absolument. qui est aussi accessoirement le cofondateur de Guillet Collectibles, hein, qui est une entreprise dans le fond d'achat et de vente de cartes de hockey. On commence peut-être au début, Olivier. C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, ton frère et toi, OK, c'est plus juste un passe-temps, là, il y a vraiment un marché ici, là, quelque chose à faire en termes de business? Ben écoute, moi et mon frère, on a toujours été des passionnés on a toujours été des flippers, comme on s'appelle. Là, on aime ça, acheter des trucs, voir un peu l'utilité derrière, peut-être les renipper un petit peu aussi, Okay. faire des petites modifications afin d'ajouter de la valeur, puis après ça, le repasser. Ça, on a toujours tripé sur ça. Peux-tu me donner Et des exemples qui sont pas des cartes de hockey, maintenant? des vélos. Vous achetez des vélos pas chers. Tu arrives au printemps, c'est qu'est-ce qui est en demande? Les le vélos, vélo, à peu près vers mars-avril. Donc là, mon frère, il avait acheté quelques vélos. Ils les avaient renippés un petit peu à la maison des parents. Après ça, il y a des gens qui sont arrivés sur Marketplace, transactions en personne. Un vrai entrepreneur. Ben oui, mais non, mais c'est tellement le fun. T'achètes ça à l'automne à 50 $, puis tu revends au printemps à 100 c'est ça, des mettons, fois, là, exact. puis, Des trucs, il y a un arbitrage. des trucs à faire. du genre, Ok. exactement. Donc ça a été la première piqûre, mais aussi, on a toujours joué au hockey, moi et lui. Donc c'est notre passion numéro 1, c'est le sport, le hockey. Donc là, on a vu qu'il y avait un marché qui explosait présentement. Il y avait des cartes, nous, on avait vraiment des cartes qui ne valaient absolument rien, c'est-à-dire imprimées en des milliards de copies. Mais là, on a vu qu'il y avait un marché vraiment de trucs spécifiques, des belles cartes, des pièces de mémorabilia, des pièces uniques. Donc là, on a vraiment été, on est allé à 100% là-dedans et on a commencé tranquillement, mais sûrement à faire aller dans des expositions, voir comment ça marche. On est allé à Toronto faire un aller-retour pour le plus gros show au Canada, un aller-retour dans la même journée. Donc, on est parti le dimanche matin et revenu le dimanche soir. On a vu comment ça se passait. On a acheté une carte à 200 $ de Cole Caulfield. Puis là, après ça, on l'a gardé. Puis on a suivi ses performances. Voilà. Donc, évidemment, il y a un lien avec le sport lui-même, mais on dirait que la carte, en tant qu'objet, tu parles de mémorabilia, donc de sa rareté, sa dimension de collecteur. Comme je le disais, j'ai moi-même collectionné les cartes de hockey dans les années 80, quand j'étais petit, mais c'était comme un gag, là, tu comprends, que ça allait valoir cher, là, entre guillemets, avec mes parents. Selon toi, qu'est-ce qui explique cette renaissance des cartes sportives actuellement? Comment ça se fait que tu en as qui valent justement des milliers, des dizaines de milliers de dollars? La nostalgie. J'ai remarqué, les gens aiment retomber aussi dans leur enfance, dans le passé, dans leurs joueurs préférés. Et aujourd'hui, les produits ont tellement aussi monté de niveau. Là, une boîte pour, mettons, obtenir, on va le montrer un peu plus tard, mais ce qu'il y a sur la table présentement, il y a des boîtes qui valent en soi 500, 600, 1000 $ juste la boîte, puis ça se peut que tu n'aies absolument rien là-dedans. Mais les gens ont voulu retomber à l'intérieur de ça, se reprocurer surtout les joueurs des années 80, parce que ça, c'est des cartes plus vieilles, des joueurs comme Gretzky, des grands noms comme ça. Les gens ont voulu replonger là-dedans, puis avec les nouveaux produits aujourd'hui, qui sont plus haut de gamme, c'est comme le mélange des deux, là. Retoucher à ton enfance dans des produits beaucoup plus variés, plus précis, plus, on va dire, plus rares, tout simplement. Donc ça, je pense que ça excite le collectionneur. Et pourquoi quelqu'un est capable de payer 1000, 10 000, je pense même 3,7 millions, j'ai-tu vu ça? Oui, en effet. Pour une boîte, puis tu sais, c'est particulier parce que souvent, on va jamais les regarder, on va jamais les ouvrir, tu sais, c'est juste un truc... Tu sais, je vois là, ta boîte là, complètement scellée. Là, tu sais, c'est ça. Tu passes pas tes soirées là, à les flatter là, comme Gollum quand même, là, dans quand My même. Precious. Un petit peu, je fais un petit peu Gollum le soir. C'est quoi l'intérêt viscéral? C'est de la pure spéculation? Oui, derrière, moi, premièrement, j'aime le produit. J'aime ça avoir de quoi d'extrêmement rare de mon joueur préféré. Fait que déjà là, ils m'ont eu. Là. J'ai eu la piqûre avec ça. J'ai été hameçonné complètement. Donc, mais par la suite, pour revenir à ta question, ce qui donne le goût à quelqu'un, exemple, d'acheter ça, non seulement c'est l'investissement derrière, parce que oui, à date, il n'y a pas de carte, à moins que je me trompe, de gros joueurs de hockey, de joueurs populaires, bien entendu, qui ont baissé en valeur. Je n'ai jamais vu ça. Une carte, ça monte. Il n'arrête pas d'avoir semaine après semaine sur les grandes boîtes d'enchères là, des records.
à tous les semaines. Donc, déjà là, ça vient chercher le collectionneur, l'investisseur. Et d'un autre côté, c'est aussi, oui, comme tu précises, de la spéculation, surtout sur les joueurs qui viennent d'arriver. Je prends un exemple. Lane Hudson, le Canadien de Montréal, c'est un des joueurs que les gens croient qui va être l'un des plus grands. Ça, juste que les gens croient à quelque chose, ça fait complètement un marché qui est en ébullition, qui n'est pas comparable nulle part ailleurs. Donc, dû à ça, un Lane Hudson vaut déjà plus que peut-être un Mario Lemieux dans certains produits. Pour ceux qui se demandent, c'est un peu la spéculation versus légende, un peu dans ce genre-là. Puis les gens aiment beaucoup ça en disant, le flip rapide, là, d'acheter un joueur quand il commence à monter tout de suite, après ça, le revendre le lendemain. Ça, c'est vraiment ce qui domine présentement le marché. Fait que parlons-en. Toi, tu en achètes, mais tu en vends aussi. Là. Oui. Peux-tu nous parler, mettons, d'une transaction que tu as fait récemment où tu fais de l'argent? Là? Oui, à 100%. 100%. Nous, on fait, moi et mon frère, on fait les shows. Donc, on fait les expositions, notamment au Québec, mais aussi on commence tranquillement, pas vite, à se promener un peu au Canada. On était à Toronto, là, on pense à la Edmonton au mois d'avril ou au mois de mai, parce que c'est là que les plus grandes pièces se retrouvent. Et c'est là que les plus grands acheteurs se retrouvent. Tu payes un parking, tu payes 2 billets d'avion, une chambre d'hôtel. Faut que ta carte elle ait pris de la valeur là, pour justifier 2000 pièces de voyage. En effet, mais j'ai pas encore été, c'est ça, on n'a pas encore pris l'avion en soi, on n'est pas rendu là, mais on a fait la route justement à Toronto, on était exposant là. Donc déjà là, tu as 4 jours d'exposition, puis tu peux être à une transaction de faire un beau profit, puis vraiment cristalliser la valeur de ta carte dans l'investissement. C'est ce que je m'en viens. Je prends comme exemple, on avait acheté sur le plancher directement. Quelqu'un est venu nous voir. Nous, on est un kiosque. Donc, vous ne voulez pas, les gens comprennent qu'on veut aussi revendre puis on veut s'en procurer le moins cher possible. Ouais. Une transaction que je fais $800 et pour vrai, 2 minutes plus tard, je savais qui était le collectionneur de cette carte-là. Je l'ai revendu 1500. Okay. 2 minutes. En 2 minutes, tu as fait $700. Puis je vous le garantis, 2 minutes. Okay. C'est vraiment comme ça. Mais ça, c'est un écosystème lors des expositions. C'est des marchands qui marchandent avec l'autre marchand. Puis c'est vraiment, c'est trippant, pour vrai. Là. Je comprends. C'est pas tout le temps comme ça, par contre. Tu as déjà collectionné les cartes? Moi, j'ai déjà collectionné, mais dans les années 70, là, dans le temps de Ken Dryden puis Bobby Orr, là, à peu près. Puis je t'écoutais parler, puis j'étais en train de me demander à quel endroit que j'ai mis mes cartes de hockey? Ben ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Ça se peut-tu qu'il y ait 10-20 000 $ qui dorment dans le sous-sol de Ghislain à quelque part? Certainement. Puis entre 90 et 2005, c'était une époque où il n'y avait pas nécessairement d'effet de rareté parce que c'était imprimé en des quantités industrielles. Toutefois, avant ça, dans les années 70-80, là, je parle des Wayne Gretzky, cartes recrues et tout ça. Ça, c'est la fameuse carte record qui, pendant la pandémie, quelqu'un a trouvé ça dans son sol, l'a fait grader, donc l'a mis sur une échelle de 1 à 10 en termes de qualité, puis qu'il l'a vendu à 1,4 million. Wow. Là, ça a monté, là, ça a fait les spéculations et tout ça. Donc oui, en effet, les cartes, on va dire, plus vintage, avant les années 80, ça se peut que ça dorme à quelque part, puis si c'est en bonne condition, oui, ça peut valoir énormément de dollars. Donc, je vais aller fouiller dans la maison de ma mère, mais aller fouiller dans ma maison. À quel endroit sont rendues ces cartes-là? Absolument. Puis c'est pourquoi aussi que ça vaut cher, c'est qu'à cette époque-là, les gens, ils réalisaient pas qu'un jour, ça allait valoir quelque chose. Donc, les conditions sont tout le temps atroces. Des fois, ça traînait en dessous du café. Oui, vraiment. Ça, donc, ceux qui se retrouvent en bonne condition, c'est assez incroyable. Toi, Emmanuel, des cartes dans ton sous-sol? J'ai pas collectionné les cartes de hockey, seulement les cartes de Blanche-Neige. Est-ce qu'il y a un marché pour les cartes? Mais on rit, mais tout ce qui est on va dire, cartes à jouer aussi, là, quand c'est rare. Puis il y a toujours un collectionneur. Puis c'est les collectionneurs qui disent que le marché, ultimement, là, lui qui va vouloir l'acheter plein prix parce qu'il l'aime puis il veut la flatter le soir, comme tu mentionnais, comme Gollum, le Seigneur des Anneaux. Mais ces gens-là, c'est eux vraiment qui dictent le tout. Oui, c'est ça. Fait que là... Toi, t'es jeune. J'ai 25 ans. C'est ta business, là, mais j'imagine... Oh ouais, collection. Je veux pas décortiquer ta valeur nette, mais vu la valeur des cartes que j'ai devant moi, c'est une grosse partie de ton patrimoine là, qui est là-dedans. Ben oui, à 100%. Puis, c'est à peu près 2 ans de travail de vouloir chercher le bon acheteur, le bon vendeur, tout ça. Mais donc, tu veux un chiffre, là, c'est ça? Non, je veux pas un chiffre, mais mettons, ta collection, elle vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Oui, certainement. Puis... avec ton frère. Ouais. Ma question est la suivante. L'homme ou la femme qui vient et qui paye 3,7 millions de dollars, là, c'est comme... Ça vient d'où cet argent-là? C'est des gens d'affaires qui vont dropper
3 millions de dollars pour s'acheter des cartes. C'est qui, j'ai de la misère à comprendre. Ils Ouais. sortent ça d'où, cet argent-là? Puis pour ça, ils pourraient s'acheter une maison à 3,7 millions. Là, je comprendrais plus. Ouais. Mais ça montre le sérieux de la chose en ce moment. Là. C'est que c'est vraiment pour certaines personnes, les gens voient en ce moment une carte de sport ou un item, là, ça n'est pas obligé d'être une carte, un jour pourrait remplacer littéralement de la monnaie, tellement que ça a une valeur en ce moment qui se cristallise. Après qu'il y a vraiment Bitcoin, une valeur. la carte recrue de un peu quand Mario même, parce Lemieux. qu'il y a des historiques. Comment on fait une valeur? C'est parce qu'il y a eu des ventes sur des sites d'enchères et tout ça. Donc là, c'est des comparables. Les gens se fient à ça par la suite pour acheter et revendre. Comme n'importe quoi. Sur Centris, une maison, tu veux vendre ta maison, tu regardes celle qui s'est vendue juste avant. Ah, moi, elle pourrait valoir aussi, sinon plus que celle-là. C'est le même principe. Mais là, ça suit la valeur, oui, avec le temps, la nostalgie, les spéculations, mais aussi le joueur. Donc là, c'est vraiment des grands investisseurs maintenant se disent, moi, j'achète ça et je le sais que ça va peut-être valoir le double dans 5-10 ans. C'est littéralement comme ça. Avez-vous des comparables vendus, un peu comme on a en immobilier, qui vous permettent de savoir cette carte-là vaut tel montant? Ben, tu sais, là, je peux peut-être le montrer rapidement à la caméra. Pour les gens de l'audio, je vais l'expliquer. Tu sais, ici, Ovechkin, je pense un peu tout le monde le connaît, lui qui a le plus grand nombre de buts de tous les temps. Ben, celui-ci, il y a un historique littéralement de vente entre 13 et 20 000 sur affiché sur les eBay de ce monde. Cette carte-là, il y en a plusieurs. Il y en a 100 dans le monde. 100. Puis moi, elle est gradée, on peut le voir juste ici à la caméra, puis aussi les gens de l'audio, là, sur 10, ici, elle est 8,5. Donc, c'est une bonne valeur pour une carte qui a on va dire une patch, là, donc un bout de chandail dessus. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient faire en sorte que cette carte-là n'est pas belle, Puis là, mais celle-ci est en bonne condition. Est-ce que c'est la signature d'Alexandre Ovechkin? Absolument, mon Parce cher. que quand j'étais jeune, il y avait ce mythe qui semble être confirmé 30 ans plus tard, mais que si la carte était signée par le joueur, ça prenait beaucoup plus de valeur. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, en effet. Puis, il n'y avait pas de produit signé directement, justement, avant 2005-2006, avec ce joueur-ci, Sidney Crosby, des joueurs iconiques qui sont venus marquer cette génération-là, je pourrais dire, cette nouvelle gamme de produits-là. C'est pour ça qu'on dit 2005, parce que c'est l'année recrue d'Ovechkin et Crosby dans les mêmes années. Fait que, mettons, cette carte-là, là, je vois que tu as mis un prix dessus. C'est 19 000 Ouais, j'ai mis 19 000 parce que ça se trouve pas, puis je me suis essayé. Okay. Mais comme je disais, je l'évalue entre... c'est grand, l'espace entre les deux, mais entre 13 et 20, facilement. Puis si elle n'était pas signée, elle vaudrait combien de moins, tu penses? Elle vaudrait pas grand-chose. C'est-à-dire que ça, c'est un produit qui est signé. Ça sort comme ça de la boîte. Quand quelqu'un l'a ouvert, là, étant jeune, c'est sûr que c'est ça qui s'est passé. Déjà signé. Là. C'est Ben pas oui, quelqu'un qui est allé voir Alex Ovechkin et ça dit peut signe-moi arriver. la carte. Ah ouais, okay. Ça peut arriver, mais c'est quelqu'un réellement qui l'a sorti d'une boîte, peut-être à l'époque à 5 le paquet, exemple, et que ça valait peut-être 200 Aujourd'hui, ça vaut ça. C'est réellement, j'ai des histoires comme ça, là, des gens qui ont eu des cartes qui, à l'époque, valaient strictement rien. On va dire une décennie et une pandémie plus tard, ça vaut des centaines, 100 fois plus. Des milliers de dollars. Ouais. C'est sûr qu'on est dans une époque actuellement où les valorisations boursières sont élevées, l'argent est facile, etc. T'as pas une crainte qu'à un moment donné, pas que ça s'effondre, là, mais tu sais que justement, des gens qui ont 3 millions de dollars de lousse, là, il y en a comme moins, soudainement. Puis t'as pas cette crainte qu'éventuellement le marché vive une décennie difficile puis que tu te retrouves avec un paquet de morceaux de carton. Qui valent plus rien tout d'un coup. Pas qui valent plus rien, mais qui valent 25% de ce que tu as payé. J'y ai pensé, mais là, premièrement, un des premiers facteurs, tant qu'il y a du sport, il va y avoir de ces items-là. Okay. Il va y avoir des gens qui vont regarder le sport, donc ils vont vouloir aussi obtenir des items de sport. Et aussi, c'est que dans les pires moments, là, en ce moment, je veux dire, les gens n'ont pas nécessairement beaucoup de sous, tout coûte cher. Il y a quand même des gens qui achètent des trucs à 2-3 millions de dollars, des cartes comme ça. Et donc, je me dis, tant que c'est longtemps qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir se désennuyer en se procurant des systèmes extrêmement collectionnables, je vais dire ça comme ça, je pense qu'il va toujours avoir un marché. Peut-être plus restreint, mais il va toujours en avoir. Quand même fou de voir ça. Et donc, toi, mettons, as-tu comme un plan, là? Si je te dis dans 10 ans, là, tu vas-tu avoir comme 6 millions de dollars de cartes, là, puis un camion à ton nom, puis ta propre boutique? Ben là, c'est ça, c'est quoi, je comprends. Là, vous faites ça dans une mallette en vous déplaçant, là, puis c'est très noble, puis je reconnais la dimension entrepreneuriale, mais est-ce que
est-ce que tu envisages avec ton frère d'emmener ça à, je sais pas, à une business avec pignon sur rue, par exemple? Ou, c'est quoi ton plan stratégique, mettons? En effet, là, on bouge beaucoup de cartes. On regarde ça un peu en mode hobby. Hein? Mais j'aimerais peut-être ça, oui, avoir vraiment un concept, puis peut-être venir un peu révolutionner ça, là, c'est-à-dire... oui, avoir des boîtes, mais il existe on appelle ça des breakers, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des boîtes, puis là, ils font, vous avez une chance sur telle d'obtenir ça. Donc là, les gens achètent des parts de cette boîte-là. Bref, c'est compliqué, là, mais... Des parts de la boîte. Oui, parce qu'ultimement, les gens, une boîte aujourd'hui vaut 1 000 $. OK, je t'explique ça très rapidement. Mais les gens n'ont pas les moyens d'acheter 1 000 $, puis ils savent que c'est du gambling à 100 000 100 000 Ils l'achètent à 5. À 5 pour avoir une chance de... Mais tu sais, il y a comme plein de concepts comme ça, bien entendu, en le mettant sur un site, legit et tout ça. Là, c'est ce que j'aimerais faire pour pouvoir... oui, avoir des clients, puis avoir toujours marchandé ces systèmes-là. Ça serait un objectif, peut-être une boutique, mais là, ça devient quand même complexe. Puis, je veux avoir une carrière à Cube Radio aussi, là, donc on verra peut-être plus tard, mais... Vous l'aurez entendu ici en premier, ouais, c'est ça, mesdames et exactement. messieurs. Olivier Guillet, très le fun de t'accueillir au balado pour parler de ta passion, mais aussi d'un modèle d'affaires, on va se le dire, atypique. Puis pour ceux et celles à la maison, là, dont les enfants collectionnent les cartes, puis vous disent qu'un jour, ça va valoir cher, ben écoutez, vous avez la preuve qu'ils ne disent pas n'importe quoi. J'ai l'impression de comme prendre une petite vengeance douce sur mes parents là, avec cette entrevue. Là. Moi qui ai répété ça souvent qu'un jour mes cartes vaudraient cher, ben là j'ai, à travers Olivier Guillet, un peu la preuve que j'étais pas tout à fait dans le champ. D'ailleurs, je vais t'emmener ma petite collection. Tu me donneras j'adore ton évaluation. Moi, ça. Étant né dans les années 80, là, j'en ai quelques-unes. On verra si ça vaut 3,15 $ ou pas plus cher que le papier sur lequel c'est imprimé. Merci beaucoup, Olivier Guillet. C'était un plaisir. Dans vos poches. Merci à toute la gang. Hein? C'est toujours un plaisir d'être avec vous à chaque semaine. On vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Entre-temps, si vous voulez nous écrire, faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos objections, qu'en sais-je, vous pouvez nous écrire. Écrivez-moi à moi, puis je vais dispatcher les blâmes et les compliments. francis.gosselin@quebecormedia.com. Sinon, je salue l'équipe de Cube en studio. Salut Phil. Salut Jeff, merci pour la prod, le montage, la location des installations. Si ça vous tente d'être partenaire de l'émission, si ça vous tente de lancer votre propre balado, écrivez-leur à pub@cube.ca. Sinon, ce balado est disponible en vidéo et en audio sur toutes les bonnes applications. Les pas bonnes, ils n'ont pas ce balado, que voulez-vous. Et ainsi que sur toutes les autres plateformes comme YouTube, évidemment sur le site cube.ca. Et Dans vos poches est aussi diffusé à la radio et à la télé sur la chaîne Cube le samedi à 7h et le dimanche à 10h. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.